Et voilà, beh, coucou Arthur, je suis contente de te revoir encore avec moi pour ce nouveau Salut. thème qui est Mmh. l'estime de soi et qu'on va pouvoir aborder ensemble parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir par rapport aussi aux sportifs et ce sont des questions que je me suis posées et qui sont, je pense, hyper, importantes et qui peuvent, faire raisonner certains sportifs ou non. Mais du coup, nous, notre but, c'est juste de pouvoir en débattre et de savoir un peu, toi, ta pensée par rapport à ça. Est-ce que, Mmh. là, tu pourrais te présenter en quelques lignes? Bah, je m'appelle Arthur, je suis en train de m'installer dans le Jura, qui est un territoire extraordinaire, notamment pour le sport et j'aide les, pratiquants naturels de musculation d'un niveau confirmé à atteindre le niveau avancé. C'est dans notre jargon ce qu'on appelle devenir, galbé et dessiné pour une femme ou énorme et sec pour un homme et surtout à le faire donc déjà dans en 1 an, une durée, qui correspond à tout un parcours que moi j'ai créé de reconnexion au corps. Pour moi, le lien au corps, il est sacré et donc c'est important de déconstruire un certain nombre de choses dont on va peut-être parler un peu aujourd'hui, on a parlé un peu la dernière fois et bah, du coup, au-delà de faire cet accomplissement par le corps en 1 an, l'idée, c'est aussi de le faire dans le plaisir, ne plus sacrifier son plaisir, ne plus aller à l'encontre de soi-même, ne plus forcer sur son corps. Tout ça, c'est des thématiques qui sont au cœur de mon approche et qui font d'ailleurs une grosse partie du sujet d'aujourd'hui puisque l'estime de soi, la valeur qu'on a, le fait de se valoriser, de prendre soin de soi, tout ça, c'est bien évidemment lié. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, ben moi, je propose qu'on commence direct par la première question, au moins on se met dans le bain, on y va. Yes. Ce que je voulais déjà savoir, avec toi, c'était par rapport à cette question, comment on peut différencier donc l'ego du sportif à l'estime de soi qui est justement bénéfique pour nos projets pro et personnels? Oui, c'est vrai que la question de l'estime de soi, la confiance en soi, ça fait des années qu'on en entend parler, à tort et à travers, j'ai envie de dire. Dans le cas du sport, moi, je définirais l'ego du sportif comme le besoin de prouver sa valeur à travers, ses accomplissements sportifs. Concrètement, j'ai réussi à courir un marathon ou bien j'ai réussi à perdre tant de kilos ou bien j'ai réussi à mettre, 100 kilos sur ma barre au squat et cetera. Tout ça, ça vient nourrir ma valeur. Si c'est un moyen pour moi de prouver que, bah, je suis digne d'être, vu, reconnu, ce genre de choses, eh bien, c'est l'ego du sportif dans le sens où il y a un déficit de valeur à l'intérieur de moi qui me pousse à aller le chercher par des Mmh. accomplissements extérieurs et du coup, ça me permet de donner, ma définition, hein, c'est selon mon expérience tout ça, hein, je ne fais que témoigner de mon parcours personnel. Du coup, ma définition de l'estime de soi, ce serait, ben, au contraire, ma conscience que parce que je suis un être vivant, j'ai de la valeur. Déjà rien que ça, le fait que j'existe, le fait J'ai de la qu'il y vie. a il y a il y a la vie qui me traverse, il y a cette vie qui m'a été donnée quelque part et que j'ai rien à faire pour respirer, je respire tout seul, j'ai rien à faire à la base pour être en bonne santé, bah, tout ça, ça démontre que je suis digne de recevoir la vie. Et ensuite, ben, que parce que je suis unique, de par mon histoire, mais aussi de par, mon ADN et cetera, ben, j'ai des caractéristiques qui me sont propres. J'ai certainement des talents, que j'en sois conscient ou pas, j'ai des qualités, j'ai des ressources et tout ça, ben, c'est valorisant pour moi. Donc si j'ai conscience de ça, à ce moment-là, oui, je peux me lancer dans des projets, assez ambitieux parce que j'ai pas peur de me confronter à des cas de figure dans lesquels je vais rencontrer de la difficulté ou de l'adversité parce que je sais que j'ai des qualités. Je sais que je peux faire face, je sais que je peux rebondir, je sais que je peux, me débrouiller, on va dire et donc mon constat pour, relier un peu les 2, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui, crée beaucoup plus de dépendance, du fait Mmh. notamment d'un Mmh. grand déficit de valorisation, même de nourrir, un enfant qui est pas nourri au niveau affectif, bah, déjà, on le sait, depuis la Seconde Guerre mondiale pour, tous les enfants qui étaient en orphelinat, il y en a plein qui sont morts et bah, il y a des trucs, basiques, il y a quelque chose qui je sais pas si tu as entendu parler, ça c'est assez connu dans le milieu, psychologique. Les enfants qui étaient le plus proches de la porte, c'est ceux qui avaient le moins de troubles psychologiques, parce que c'est ceux qui avaient le plus de stimulation, parce que les nourrices, elles avaient pas du tout le temps de s'occuper des enfants. Mmh. Enfin, c'était pas vraiment des nourrices, elles s'occupaient juste qu'ils survivent et du coup, beh, il y en a plein qui sont morts, c'était ceux qui étaient le moins stimulés. Ceux qui étaient le plus proche de la porte, c'était que ceux qui étaient le plus et voilà, simplement pour dire que,
le fait d'être nourri, déjà, affectivement, le fait de recevoir de l'attention, c'est hyper important. Ça veut dire que je suis digne, j'ai cette notion de valeur, cette notion de dignité et au-delà de ça, ben, si j'étais dans un cadre valorisant, encourageant, malgré des difficultés, malgré, le fait que j'ai mon propre rythme qui est très vite, dénigré comme lent et cetera. On le voit avec toute la neuroatypie et cetera. Ben, moi, j'ai le sentiment que là, on est dans une société, encore une fois, où on est très facilement on a vite un bagage qui fait qu'on a un boulet au pied, on est en difficulté, on est en déficit plutôt qu'autre chose et donc c'est tout à fait normal, enfin, en tout cas, tout à fait naturel qu'on ait un plus ou moins gros ego parce que ça veut tout simplement dire qu'on a un plus ou moins gros déficit qu'on cherche à combler, inconsciemment souvent et c'est pas une mauvaise chose selon moi en soi. L'important c'est d'en être conscient pour pas se mettre dans une position de dépendance. Tu connais Ouais. la dépendance affective de par ton parcours. Il y a une réelle dépendance du sportif, je Mmh, mmh, pense, mmh, à notamment la compétition, mmh. à la gagne. Pourquoi? Parce que, ben, si on en revient à cet ego du sportif, une personne qui considère que sa valeur, elle dépend de ses résultats, ben, si elle gagne pas, si elle a pas la première place, si elle a pas un podium, si elle fait pas telle performance, elle va considérer qu'elle est nulle, qu'elle vaut rien et cetera. Donc voilà, on pourrait en parler pendant, Ouais, mais c'est des heures hyper parce que intéressant. C'est hyper c'est vrai. intéressant parce qu'on peut venir enfin, un petit peu aussi dans les cas de dépression dans les sportifs où justement ils sont reconnus que par leur sport et quand il y a une blessure ou quoi, un arrêt, bah, c'est leur vie en fait qui s'effondre parce que tout était axé sur ça donc c'est important de venir parler de ça, aussi je trouve de relever ça, mais même la dépendance au sport de manière générale en soi. Quelqu'un qui se produit que par ses activités sportives et qui ne voit que ça et qui à un moment donné, pareil, une blessure ou quoi fait que tout s'arrête, bah, en fait toute ta vie est mise entre pause quoi. Absolument, bah, il est voilà, il y a un dicton dans le sport professionnel, qui dit à un sportif, voilà, de haut niveau qui a fait une belle carrière et cetera, il meurt 2 fois. La première fois quand il arrête sa carrière et la deuxième fois, bah, la mort, habituelle Mmh. et je trouve que c'est très bien que tu donnes cet exemple de la blessure parce que ça concerne en fait tout un chacun. Oui. Oui, je donne cet exemple, il est peut-être un peu plus parlant du sportif professionnel qui, bah, a construit toute sa vie puis souvent, hein, quand on va loin, c'est parce qu'on a commencé tôt et donc, bah, quand, il y a tout ce pan de notre vie qui s'arrête, bah, Mmh. effectivement, si on a construit son identité là-dessus, on ne sait plus qui on est une fois que ça s'arrête. Mais dans une plus ou moins moindre mesure, parce que je pense que enfin moi je l'ai vécu à très fortement, quand, je me suis énormément investi dans un sport avant Mmh. vraiment de m'engager sur le très long terme avec la musculation. J'ai eu notamment les sports de combat dans lesquels j'étais très investi et quand, j'ai arrêté les sports de combat pour me mettre de manière plus engagée dans la musculation à titre, d'athlète personnel, mais aussi professionnel, c'était quand même une grosse partie, de mon histoire. C'est 3 ans très investis là-dedans, très identifié à tout ça. Parce qu'il y a aussi, bah, voilà, quelque part un état d'esprit, une personnalité qui va avec les différents sports, notamment les sports de combat et cetera et bah, moi, ça m'a été difficile. J'avais l'impression de me séparer de la moitié de moi-même et c'est pour dire qu'encore une fois, même si l'exemple du sportif professionnel, il est peut-être parlant, ça nous concerne tous à la mesure de ce qu'on investit et de ce qu'on s'identifie. Pareil dans la nutrition, il y a des gens qui s'identifient à fond: «Il faut absolument manger comme ça, mais non, mais si tu manges pas comme ça, tu as rien compris» et cetera et ça devient tout de suite des enjeux très émotionnels, des choses qu'on prend très personnellement et tout ça, c'est des indicateurs pour moi que, ben, on s'est un peu perdu en fait, dans la chose. On a cherché une substance, j'ai envie de dire par là, une satisfaction, une forme de validation qui est démesurée par rapport à ce que l'activité peut nous proposer. C'est Mmh comme mh. si, voilà, je cherche des réponses existentielles dans une activité qui certes peut, bonifier mon quotidien, mais qui ne remplacera jamais, enfin qui ne comblera jamais le vide intérieur que j'ai en moi, quoi. C'est ça. C'est bien ça de faire la différence, quoi. Mmh. Et ben, on va continuer la petite question parce que celle-ci, c'est toi qui l'as choisie et je la trouve hyper cool. Yes. Et ben, justement, est-il égoïste, voire narcissique de bonifier son physique?
Ouais, moi j'adore cette question et même avant même d'y être, le simple fait de vouloir, il y a des gens qui, je pense, se sont déjà complexés ou se posent déjà la question de se dire: «Ah mais j'aimerais bien, être plus comme ça, moins comme ça et cetera, mais est-ce que c'est pas un peu trop, auto-centré?» Je sais pas, ce genre de choses et je suis le genre de personne qui aime bien parler des tabous parce que ça, je pense que autant tout le monde connaît ce genre de questions, mais ça sort jamais sur la place publique. Alors allons-y. Hem, Parle-nous. moi, j'ai envie de dire, oui, ça peut être narcissique, le fait de chercher à développer une certaine beauté, ou même ça peut être dans la performance, hein, au niveau sportif. Ça se limite pas que à l'apparence physique. Non, ça peut, être complètement autre chose et au-delà de ça, pour moi, c'est pas du tout l'important. Aujourd'hui, on met le focus là où c'est pas ça qui nous fera avancer. Donc je vais détailler un peu tout ça. Oui, parce que Hem, tu as aussi ton vécu aussi de buldi bold ah! bodybuilder, ouais. Voilà, donc tu sais de quoi tu parles, quoi. Je veux dire, tu as été dans cette performance physique à la recherche du physique parfait, c'est ça que je veux dire. Ouais, j'ai commencé la musculation en parallèle d'autres sports. Pour me bonifier esthétiquement, j'étais déjà, préadulte, enfin, ado, par là. Je devais avoir, je sais pas, 16, 17, 18 ans, je me rappelle plus exactement. Des choses très basiques, hein, musculation au poids de corps, ce qu'on fait quand on est jeune, quoi, hein. Et puis quand je me suis mis plus sérieusement à la musculation, quand j'étais, à la fac de sport et que j'ai décidé de m'engager dans la préparation physique et bah, la musculation, c'est l'outil de base du préparateur physique pour n'importe quel sport et sportif. Là, je m'y suis mis sérieusement et ben, même si j'entraînais des sportifs pour la performance, moi, je m'entraînais pour un but esthétique puisque mes premières années, je les ai fait dans le bodybuilding, effectivement, avec une première compétition. J'ai quelques photos, tu pourras potentiellement mettre ça, joindre pour documenter tout ça. Hem et ça résume très bien effectivement, ce côté narcissique que j'ai eu et je pense où il y a encore des traces en moi aujourd'hui et je suis totalement à l'aise aujourd'hui de parler de ça et de me désigner comme quelqu'un dans une certaine mesure encore narcissique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça revient à ce qu'on disait juste avant, heu, le narcissisme, c'est simplement la conséquence de ce déficit d'estime de soi. C'est juste la réaction naturelle d'un être vivant qui manque de valeurs, qui se sent pas digne, qui a du mal à trouver sa place dans le monde et forcément, ben, s'il pense qu'il doit prouver, s'il pense qu'il doit, se battre pour avoir sa place et cetera, bah, il va faire beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui se sent digne de base, et du coup, ben, ce prix à payer, puisque, bah, c'est un réel coût, hein, et qu'inconsciemment, ben, on sent qu'on fait des efforts, bah, quelque part, on va vouloir, avoir un retour là-dessus. On va vouloir entre guillemets «avoir un retour sur investissement». C'est comme dans la dépendance affective, j'ai envie de plaire à autrui pour recevoir son amour, je fais monts et merveilles pour cette personne. Bon, bah, au bout d'un moment, je vais estimer que cette personne, mais elle devrait faire ça pour moi et si elle le fait pas, c'est pas normal et du coup, ben, le narcissisme, c'est un peu la même chose, y compris dans le sport. C'est-à-dire que si je me démène pour avoir un physique extraordinaire, que ce soit pour la séduction, que ce soit pour, mon image sociale et cetera et que j'ai pas la reconnaissance à laquelle j'aspire, je l'ai vécu donc là, je parle de mon expérience, bah, au bout d'un moment, soit je vais m'en prendre aux autres, je vais me dire: «Mais c'est pas normal» et tout ça, c'est inconscient, hein, à moins qu'on passe par un processus, que ce soit thérapeutique ou autre, pour en prendre conscience. Mais souvent, quand on s'en prend aux autres, c'est que ça nous dépasse et du coup, on va être, jugeant, on va être dur avec les autres parce qu'on se dit: «Mais c'est pas normal, je fais tous ces efforts pour être apprécié, pour être appréciable et j'ai pas le retour que j'attends». Alors que bien évidemment, bah, tout ça, c'est dans notre tête. Les gens, ils savent pas qu'on a toute cette dynamique qu'on insuffle dans nos relations et donc bah, ils sont à des années-lumière d'imaginer qu'on aimerait bien ça, on attend ça d'eux et cetera. Donc pour en revenir à ce côté, narcissique, oui et je pense que beaucoup de gens parce que, aujourd'hui le sport est en grand déficit de confiance, les gens ne pratiquent pas, en étant conscients de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ben oui, je pense que la plupart d'entre nous, qu'on ait envie
de se sentir capable, je pense à tous les gens, bah, voilà, ça fait quelques années qu'être capable de courir un semi-marathon, par exemple, c'est très valorisé socialement. Les gens se disent: «Waouh, j'ai réussi à faire ça», surtout dans le parcours de remise en forme. Dans la musculation, bah, c'est, à la fois le physique, la transformation, corporelle, surtout si on est en surpoids au début, le fait de revenir à un physique plus longiligne, puis ensuite d'avoir des formes valorisantes. Et puis, bah, parce que justement, il y a ce côté souvent un peu narcissique, les gens veulent pas trop passer pour le musculeux qui se regarde dans la glace, c'est très stéréotypé. Ils disent: «Bah, OK, je vais me concentrer un peu plus sur les performances, comme ça, les gens s'ils voient que je suis Mmh. musclé, mais je vais leur montrer aussi que, bah, en fait, non, moi, je m'entraîne pour les performances, du coup, ça va cacher un petit peu» et cetera. Enfin, voilà, il y a plein de cas de figure dont on pourrait parler qui sont intéressants. J'espère que ça illustrera pour les personnes qui nous écoutent et les personnes se reconnaîtront. Parce que encore une fois, j'ai envie de décomplexer les personnes qui nous écoutent. C'est tout à fait normal d'avoir envie de se Sentir valoriser, de bien. faire en sorte d'être bien perçu par les autres et c'est pas du tout quelque chose, comment dire? On ne naît pas avec ça, quoi. C'est-à-dire que si notre environnement nous a pas valorisé, nous a pas, donné cette valeur, on cherchera toujours par un moyen ou par un autre à tenter de nous rassurer qu'on l'a bien. Parce que bien évidemment, tout ça, c'est dans notre tête. Elle existe cette valeur encore une fois, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour respirer et cetera. On est déjà dans la vie. On fait partie du vivant et tout le vivant a sa valeur, bien évidemment. Donc ça, c'est pour la partie, ça peut être narcissique, mais ça peut ne pas l'être aussi. C'est le deuxième élément de réponse que je donnais. Hem Parce que, bah, si je pratique du sport et par exemple la musculation, même si, ça me bonifie, mais parce que, j'aime ça, ça me fait du bien. C'est mon moment à moi dans la semaine, ce genre de choses. Ben, à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec ma valeur. J'essaie pas de me voilà, d'être bien vu, d'être reconnu et cetera. Il y a aucun enjeu, personnel et du coup, bah, là, on sort totalement de la dimension, narcissique. Mmh Donc, mh. ben, voilà, ça c'est, à chacun de faire son bilan de conscience et le dernier élément que je donnais, c'est que pour moi l'importance elle est pas du tout là parce que, on est dans une société aujourd'hui, je dirais de paraître, heu, pas seulement pour, se donner bonne image, mais aussi ce que je veux dire par là, c'est dans notre fonctionnement. On va se dire: «Ah, j'ai envie d'être une bonne personne, j'ai envie d'avoir une bonne image de moi-même Mmh. et du coup, ben, dans l'ensemble des situations de ma vie, je vais faire en sorte d'être perçu comme une bonne personne» et c'est là pour moi qu'il y a un réel problème, c'est que, en tout cas dans mon parcours, jamais je me suis senti mieux quand j'ai remis cette responsabilité à autrui, à la société, d'être une bonne personne. Parce qu'au final, même quand, j'ai des personnes qui me valorisent, ben, en tout cas, moi, ça m'a jamais suffisamment nourri pour combler le vide que j'avais à l'intérieur de moi et du coup, je m'inscris dans la lignée des psychologues et même des grands sages de ce monde et même de l'histoire. On n'a pas attendu l'ère moderne et la psychologie pour, déterminer que, ben, une personne pour qu'elle soit épanouie, elle a avant tout besoin de s'apprécier elle-même, de se valoriser, de s'aimer elle-même. Et voilà, mon parcours, c'est que depuis que j'ai pris conscience de ce besoin à travers le sport d'être quelqu'un, d'être reconnu, d'être valorisé, à la fois sur le plan, de l'athlète que j'étais, donc personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Parce que, ben, quand je me suis rendu compte que j'avais pas le potentiel d'être un sportif olympien, bah, inconsciemment, je me suis rabattu sur, le professionnel. Je me suis dit: «Ben, je vais maximiser ce que je peux accomplir au niveau pro pour Mmh. être, reconnu, admiré, et cetera, La parce que, ben, je me suis rendu compte que j'arriverais pas à atteindre ce statut social, par ma pratique sportive et le jour où je suis sorti un petit peu de ce cercle, vicieux et infernal, c'est ouais. le moment où je me suis dit: «Bah, en fait, je vais arrêter de me mettre une telle pression pour avoir telle image, pour correspondre à atteindre tel statut, atteindre telle performance. Je vais pratiquer pour moi et surtout je vais me respecter. Je vais faire des choses pour mon bien parce que je le mérite, parce que, je mérite bien mieux que quelque part être esclave de toujours faire plus, chercher le compliment supplémentaire, la marque de reconnaissance suivante et ben, quand j'ai amorcé cette démarche parce qu'elle continue encore aujourd'hui,
ben, j'ai commencé à nourrir et à combler ce vide, j'ai envie de dire intersidéral qui existait en moi. Ouais, mais Heu, c'est oui, là, j'ai débranché mon truc. C'est vraiment le truc aussi de la légitimité, en fait. C'est ça notre gros problème aujourd'hui dans la société, c'est qu'on se trouve pas légitime d'être exactement. et c'est là où ça bloque. Et c'est pour ça que moi dans le processus que je propose à mes sportifs, non seulement pour qu'ils arrivent à à coopérer avec leur corps, mais aussi de manière globale dans leur vie pour tous les bienfaits que ça représente, je leur réapprends à être ce que j'appelle en référence interne. Donc c'est quoi la référence interne? Si la société aujourd'hui nous pousse à toujours nous demander: «Ah bah tiens, dans cette situation, est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que penserait autrui? Qu'est-ce que quelqu'un qui serait impartial penserait de moi?» et cetera. Ben, ça, c'est la référence externe et donc la référence interne, tout simplement, c'est «et moi?» dans mon besoin de me sentir bien, dans mon besoin d'être, que sais-je, en sécurité, d'être reposé, d'être ressourcé, d'être, animé de quelque chose, d'être nourri et cetera. Ben, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ou au contraire, est-ce que ça me dévitalise? Et bah, toutes ces notions d'estime de soi, de légitimité, de confiance, pour moi, c'est un puits sans fond que de tenter de résoudre tout ça par une forme d'accomplissement social, d'accomplissement en tout cas à l'extérieur et Ouais. de référence à l'extérieur. Par contre, quand, quoi qu'il arrive, j'ai cette intégrité, j'ai cette droiture, j'ai cet alignement de faire en fonction de moi. Oh alors là, c'est le jour et la nuit, c'est un tout autre monde et c'est assez intéressant je trouve de d'observer, les considérations sociales parce que autant on va dire: «Ah mais non, mais une personne qui est attentionnée, qui s'occupe des autres, voire même qui est dans l'abnégation, que ce soit pour la performance», ça c'est peut-être l'une des valeurs les plus adulées dans le sport, l'abnégation, aller au-delà de la douleur, de la souffrance pour accomplir un truc extraordinaire. Autant on va valoriser ça, autant on aura du mal à ne pas respecter et c'est bien naturel, quelqu'un qui est intègre, une personne qui est fidèle à elle-même, une personne qui se trahit pas. Peut-être que les premières fois, je sais pas, que sais-je, on va à la salle de sport, par exemple. On voit une personne qui, bah, on la connaît plus ou moins, j'en sais rien, peu importe. On lui lance un challenge, on lui dit: «Bah, tiens, allez, essaye de faire le même poids». La personne, elle dit: «Bah, non, moi, ça m'intéresse pas. Bah, non, c'est pas, c'est ma séance» et cetera. On va peut-être la critiquer, on va peut-être se dire: «Oh, mais elle a pas osé. Oh, mais ceci, cela» et puis, en fait, quand sur le long terme, on va voir que cette personne, ben, elle se fait du bien, elle est en forme, elle a le sourire, elle prend soin d'elle et cetera. On va la respecter, on va se dire: «Ah bah tiens, ça c'est quelqu'un qui, bah, voilà, qui est intègre, qui est droit dans ses bottes et cetera» et du coup, voilà, moi je trouve que c'est assez intéressant d'observer cette jungle, ce contexte social un petit peu parce que, quelque part, il y a déjà les pistes, pour quelqu'un qui serait observateur, il y a déjà les pistes de oui, en fait, la référence interne, c'est tout à fait quelque chose de valable et il y a plus une minute à perdre à continuer d'essayer de trouver une forme de validation avec la référence externe. Oui, puis de toute façon, tu seras jamais satisfait par ce qu'on te dit parce que tout ce que tu veux et ben, en fait, tu seras toujours déçu parce que ce que tu attends, tu ne l'auras pas. Donc vaut mieux attendre rien de personne et juste de soi-même. Mais c'était hyper intéressant. Merci en tout cas de venir sur ça parce que c'est riche et je trouve c'est chouette d'arriver sur des sujets comme ça qui sont à la fois complexes mais en même temps faciles à comprendre. Faut juste avoir ce petit déclic, comme tu disais, de revenir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mmh. Et justement, donc je veux continuer mes petites questions. Comment on pourrait mettre en avant son estime personnelle pour l'utiliser à bon escient et laisser justement son ego dans le vestiaire? Je dirais avant tout que, hem, l'important, c'est d'être au clair avec soi-même. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai ce côté égo, enfin, moi, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est ni bien ni mal. C'est juste une conséquence du fait que, bah, j'ai eu un environnement plus ou moins nourrissant en grandissant et que, ben, s'il a été, pas nourrissant ou mal nourrissant, ben, c'est tout un parcours, que d'apprendre à se renourrir soi-même en tant qu'adulte, à jouer le rôle de, on va dire l'archétype de la mère, c'est-à-dire être à l'écoute, être sensible à ce que l'on ressent, à nos besoins et cetera pour pouvoir y répondre.
Parce que, ben, je pense notamment aux hommes, tant qu'on est dans cette définition complètement absurde de, la virilité, c'est un mec qui bronche pas, qui fait fi de sa sensibilité et cetera. Bah, on a juste des gens qui sont coupés complètement d'eux-mêmes, qui pourront jamais, être dans la complétude, parce qu'ils seront jamais complets, tout simplement. Ils se seront séparés d'une partie d'eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est pour faire une parenthèse sur cet Ouais. archétype. Il y a aussi l'archétype, du père, hein. Si on n'a pas eu une figure paternelle, hem, constructive, saine, ben, il faut réapprendre à, s'encourager, ne pas s'arrêter aux premières difficultés, ne pas abandonner, trouver, voilà, se redonner des chances, persévérer. Tout ça, c'est des qualités peut-être un peu plus associées à l'univers masculin. Enfin, en tout cas, si on fait un lien avec notre précédente interview, pour moi, Le il y a un yang, peu ouais. ces 2 qualités du masculin et du féminin qui n'ont rien à voir avec le sexe et qui font qu'on peut être une réelle force de la nature, puisque bien évidemment, la nature et la vie sont composées des 2. Et donc, moi j'ai envie de dire, enfin en témoignant de mon parcours, hein, j'ai commencé par une approche très narcissique, très auto-centrée, très égoïste, de me dire: «Ben, aujourd'hui, j'ai envie, d'avoir une meilleure apparence, j'ai envie de me distinguer des autres, que sais-je, quand j'ai l'occasion de me mettre torse nu ou ce genre de choses». Et ben, oui, j'ai eu des grandes déceptions par rapport à ça. Ça a jamais nourri le vide, de reconnaissance, le vide affectif et cetera que j'espérais, d'autant plus que c'était complètement inconscient. C'est là que, voilà, encore une fois, pour moi, la notion de Mmh. base, c'est la conscience pour pas La éviter de conscience. se prendre un mur. Mmh. Mais même avec cette inconscience, ben, c'est un parcours qui m'a enrichi, c'est un parcours qui m'a permis, au fur et à mesure, payer le prix de ne pas m'écouter et donc finir par me rendre compte que, ben, j'avais à y gagner, à prendre soin de moi, à sortir de ces notions d'abnégation et cetera. Donc, en fait, pour moi, il y a aucun mauvais cas de figure. Dans les personnes qui nous écoutent, et ça, c'est un message que j'ai vraiment envie de faire passer, même une personne qui se considère dans un cas, enfin, où il y a rien à faire et cetera, il y a aucun mauvais cas de figure parce que à partir du moment où je suis prêt à apprendre, à faire différemment et surtout à me valoriser plutôt que parce qu'il y a aussi ça, hein, souvent quand on se dit: «Beh, il y a plus rien à faire pour moi» et cetera, c'est qu'on s'abandonne soi-même et on aimerait bien que quelqu'un vienne nous repêcher. Donc à Oui. partir du moment où, je me dis: «OK, peu importe ma situation, peu importe mes conditions actuelles, peu importe le fait que je sois très centré sur moi-même, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que j'apprenne de ce parcours». Pour moi, ça, c'est le plus important. Donc, pour revenir à la question, on peut laisser son ego au vestiaire. Oui, on pourrait se dire: «Bah, je reviens 100 en référence interne, je fais de mon mieux pour lâcher mon besoin de reconnaissance» et je dis: «Je fais de mon mieux» parce que même avec la meilleure des thérapies, ça ne se passera pas du jour au lendemain. Donc on pourrait effectivement tenter de rentrer dans cette démarche-là, mais là où je suis pas sûr que ce soit la meilleure approche, c'est que vouloir se défaire de ce qu'on considère être comme quelque chose qui, nous alourdit, n'est pas bien, fait de nous une personne pas souhaitable, pas louable et cetera, bah, c'est encore cette notion d'ego de: «J'ai envie d'être une bonne personne». Donc en fait, il y a toujours ce mythe dans la psychologie de vouloir tuer l'ego, bah, c'est une démarche de l'ego, en fait. C'est toujours Mmh. cette question donc voilà, moi encore une fois, je suis pas sûr que, vouloir laisser son ego au vestiaire, ce soit la bonne démarche, ce soit la bonne intention. Moi, je dirais plutôt chercher à m'accueillir tel que je suis aujourd'hui, m'embrasser dans mon entièreté, y compris dans ce que j'ai d'égoïste et de narcissique, et indépendamment du fait que c'est très mal vu par la société aujourd'hui, apprendre à me revaloriser en commençant par là. Et si j'ai besoin de ça dans un premier temps pour apprendre à me valoriser suffisamment moi, pour lâcher le besoin d'être entendu, vu, reconnu par les autres et revenir à moi et moi me valoriser, pourquoi pas? Mmh. Ça peut Mmh. être, un parcours idéal. Donc voilà, moi je trouve que ta question elle est très intéressante dans le sens où, ben, justement, on pourrait très bien composer avec son ego et je pense que c'est encore mieux de composer avec son ego plutôt que de chercher à s'en défaire et soi-disant le laisser au vestiaire. Ouais, bah, justement, après, il y a cette notion aussi, je trouve, de bienveillance ou quand parce qu'en fait, l'ego, j'aime bien aussi le mettre avec la bienveillance parce qu'en soi, quelqu'un qui a beaucoup d'ego va facilement aussi peut-être juger un peu trop facilement les autres, tu vois?
et rapporter toujours cette notion, de bienveillance envers soi et envers les autres, ça prouve que déjà tu as maturé et qu'en fait tu reviens surtout à l'intérieur de toi et qu'au final, en fait, ben, si tu te sens bien, beau, belle, mais c'est génial, tu vois? Mais il faut qu'aussi à côté, et ben, que tu regardes les personnes, même si elles sont, plus toi pour toi laides, moches, bref, peu importe, d'avoir toujours cette notion de bienveillance et juste de pas cracher son venin, quoi. Moi, c'est ça surtout que je trouve dans le sport qui peut être vraiment sympa, c'est d'être bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres et surtout, de s'aimer et aussi aimer les autres tels qu'ils sont et elles sont. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et en même temps, dans mon parcours, personnel, donc encore une fois, ce dont je peux témoigner, c'est que la bienveillance fait partie des qualités que j'ai voulu cultiver parce que je me suis dit: «Ben, je devrais faire ça, je devrais être quelqu'un de bienveillant». C'est important et encore une fois, ben, je pense que ça a alimenté cette notion, mon souhait de vouloir être une bonne personne, d'être bien perçu et du coup, ben, ça n'a fait qu'alimenter mon jugement, sauf que, ben, voilà, au lieu de me juger moi et juger les autres, on va dire un 50-50 et ben, j'étais à 80 d'auto-jugement et 20 de jugement des autres parce que je me suis dit: «Ah mais non, là, il faudrait que je sois encourageant. Ah mais non, là, il faudrait que je sois bienveillant. Ah mais non, il faudrait que je sois» et cetera et du coup, en fait, c'était du jugement de: «Ah là, j'ai pas été assez bon. Ah là, j'aurais dû» et voilà, c'est pour ça que, heu, s'il y avait une qualité à cultiver et qui pour moi, évite de rentrer dans ce piège du jugement et de l'ego et cetera, c'est, la vérité dans le sens l'authenticité et je dirais même la vérité radicale elle est salvatrice, hein, mais elle est extrêmement difficile. Ça demande un niveau de soit de c'est plus que de la confiance, faut oser, mais à un point parce que prenons une situation concrète. Ouais. Mettons, il y a, telle personne qui fait un mouvement où moi je me dis: «Bah non, elle fait mal le mouvement», tu vois? Bon, bah, déjà, je pourrais me dire que je suis bienveillant à cette personne et vouloir l'assister et en fait lui dire que ce qu'elle fait, c'est mal. Bah, déjà, simplement dans ma formulation: «Maintenant tu devrais faire comme ça», même si je lui dis pas tel quel: «Ce que tu fais, c'est mal», mais si je débarque vers une personne dans la volonté de l'aider, je lui dis: «Mais, tu devrais faire ça comme ça, mais tu te rends compte, mais ceci, mais cela», bah, déjà la personne, elle m'a rien demandé. Donc j'ai beau avoir, l'intention bienveillante de venir lui apporter quelque chose, voilà, peut-être que je me suis blessé en faisant comme ça auparavant, je veux lui éviter un et cetera, ben, le côté bienveillant déjà, il est très relativisé dans cette situation et ensuite, ben, moi, ce que j'observe, c'est que souvent, on parle souvent de phénomène miroir en psychologie, c'est que si, il y a quelque chose que moi je m'autorise pas, quand une personne le fait, que ce soit prendre son aise, que ce soit faire un mouvement qui est bien pour elle, mais qui est peut-être pas bien pour moi et cetera, enfin, il y a plein de cas de figure qui peuvent se trouver là-dedans et ben, je vais, avoir tendance à me dire: «Mais» enfin, voilà, avoir ce côté interventionniste et voilà, on peut vite rentrer dans un méandre, même si la personne le prend bien. Pour moi, on peut vite s'empêtrer et Mmh. se prendre les pieds dans le tapis. Tandis que si j'ai cette vérité, cette authenticité radicale de dire: «Ben, moi, en fait, le mouvement que tu fais, en fait, quand je te vois, limite, je prends peur un peu pour toi ou en tout cas, je me dis que je devrais t'en parler parce que, ben, je me suis blessé ou il s'est passé ça pour moi quand j'ai fait ce mouvement-là ou quoi». Et ben là, le message, il est complètement différent. La personne, elle entend complètement autre chose et peut-être que l'impact, le résultat, il sera encore plus important, parce que, bah, la personne, là, elle va être en ouverture, elle va peut-être s'intéresser, elle va peut-être être curieuse, elle va dire: «Ah oui, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera et c'est pour ça que, une fois, c'est du cas par cas. C'est pour ça que j'essaye de Ouais, prendre ouais, des ouais, je exemples vois. et illustrer le plus possible, mais encore une fois, cette valeur de bienveillance, je suis d'accord avec toi qu'elle est très importante et en même temps, si on en revient à ce principe de si c'est quelque chose que je m'astreins, que je me contrains à respecter, à honorer, à incarner parce que je me dis que je devrais, on est toujours dans ce truc de, ben, j'accepte pas l'entièreté de qui je suis. J'essaye d'être une personne, une soi-disant meilleure version de moi-même parce que je considère que la version actuelle de moi-même, elle est pas suffisamment bien. Encore une fois, bah, ça nous ramène à ce déficit d'estime et cetera Mmh mh. et
Ben, là, pour moi, déjà, vis-à-vis de soi-même, on n'est pas dans le bon. En Mmh. tout cas, on est sur un terrain glissant et si on va vers les autres, on emmène les autres avec nous dans ce terrain glissant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Mais c'est bien de préciser tout ça, tu vois? C'est vraiment bien. Merci. Bienvenue. Et et justement, bah, comment arriver à cette prise de conscience donc qu'on vient de dire par rapport à l'estime de soi, l'ego, mais tu en as quand même bien parlé et justement, je pense que pour répondre à cette question, ce qui serait cool, c'est que tu puisses nous raconter, ton histoire ou un cas peut-être, que tu as une idée, à nous faire partager, une personne, que tu as pu suivre, que tu as pu voir une évolution à propos de son estime de soi, qui était peut-être un peu trop concentrée sur la partie égoïste, narcissique, mais qui en même temps s'en est servi pour faire quelque chose, de très bien dans sa vie et que voilà, où tu as pu voir une évolution aussi, en fait. Mmh. Il y aurait oh là là, il y aurait potentiellement tellement de cas de figure Ah ouais. super intéressants. Pour peut-être en prendre, voilà, un effectivement qui me paraît, intéressant et qui peut-être, résume bien un certain nombre de choses qu'on a dit là. J'ai l'une de mes clientes que je connais bien parce que j'ai eu l'occasion de l'accompagner sur une première partie de son parcours, puis, de nouveau, par la suite et du coup de la suivre sur un relativement long terme et cetera. C'est pour prendre un symbole qui est très courant, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Ouais. C'est l'archétype du bon élève et pour moi, c'est quelque chose qui est très répandu parce qu'on je pense que l'écrasante majorité de la population aujourd'hui est mal nourrie en grandissant. Sur le plan, je parle intérieur, hein, le plan de Affectif. l'être, pas le plan nutritionnel, Oui, affectif, ouais. ou en tout cas la nourriture de l'âme et notamment affectif, oui et du coup, très tôt, n'importe quel être vivant cherche à compenser. C'est-à-dire que s'il obtient pas suffisamment de son environnement premier qui est la famille, il va aller chercher ailleurs et le deuxième environnement qui vient, c'est l'éducation et du coup, tous ces comportements, qu'ont, bah, beaucoup d'élèves de, tenter de, voilà, être assidus, bien faire à l'école jusqu'à un certain point, jusqu'à souvent un point de rupture, hein. C'est pour ça qu'après il y a des décrochages scolaires, il y a des rébellions à l'adolescence et cetera mais Hem, jusqu'à un certain point, un enfant, il est généralement relativement docile et il va chercher à répondre aux attentes, notamment des adultes, bah, qui le dominent, hein, tout simplement, hein. Donc même pour un enfant qui serait très récalcitrant, qui serait très intègre, en fait, qui voudrait respecter ce qui est bon pour lui, bah, au bout d'un moment, par mécanisme de survie, il va finir par se plier à ce qu'on exige de lui, tout simplement pour se protéger parce qu'il est dominé par les adultes, à tout point de vue, que ce soit psychologique, physique et cetera et donc, hem ce syndrome, je pense qu'en psychologie, il y a peut-être même c'est peut-être un terme qui existe, le syndrome du bon élève. Je crois qu'il habite beaucoup d'entre nous. Il a été plus ou moins mis à mal à l'adolescence quand au bout d'un moment on a choisi de se rebeller ou pas. Mais c'est ce qui fait que chez beaucoup de sportifs, il y a cette volonté de: «OK, je vais prendre un programme, je vais le faire à fond» et c'est là qu'on rentre dans les notions de contrainte, de discipline, d'abnégation. Parce que jamais quelqu'un qui s'écoute et se respecte, et ça je le dis et je l'affirme, Dis-le bien, c'est important. je vais même le répéter, jamais quelqu'un qui s'aime en fait, qui se valorise suffisamment pour prendre soin de lui ou d'elle, ne rentrera dans cette dynamique de discipline et encore moins d'abnégation. Alors les gens qui nous écoutent, ils vont dire: «Mais Arthur, la discipline, c'est essentiel pour, être un bon sportif» et moi je dis: «Que nenni!» Ça, c'est une illusion, qu'on nous a fait croire. On nous a fait croire que, pour réussir et c'est pas que spécifique qu'au sport d'ailleurs, il fallait soi-disant souffrir et donc au bout d'un moment, bah, il va falloir mettre notre intégrité de côté, il va falloir se compromettre, il va falloir faire des compromis, parce que, ben, soit on veut réussir, soit on veut pas et d'ailleurs les gens qui, ne sont pas prêts à faire ces compromis sont dénigrés. On leur dit soi-disant qu'ils sont pas assez sérieux, ils sont pas assez disciplinés, ils sont pas assez engagés et cetera alors que c'est pas du tout le cas. Heu bah, malheureusement, il y a trop peu de cas de figure aujourd'hui pour démontrer l'inverse, mais en tout cas, je peux l'affirmer, il y a les gens qui sortent de chez moi ou les gens qui passent par chez moi, ils peuvent en attester que, au contraire, quand on s'écoute,
quand on crée cette adéquation avec le corps parce que justement, on va au rythme de ses besoins, on respecte quelque part ses conditions intérieures. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ben, ce sera, plutôt, telle séance et pas celle qui était prévue de base, si ce sera à un rythme beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, beaucoup plus lent et cetera, indépendamment du programme, ce sera très bien et on l'observe, enfin moi je le vois depuis un certain nombre d'années, les gens sur le long terme qui se respectent, bah, la marge de progression elle est beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que ça c'est de la physiologie. Quand on arrête de contraindre le corps et de le surcontraindre, parce que les sportifs aujourd'hui, ils sont déjà contraints par le rythme de vie qui est beaucoup trop important dans notre mode de vie moderne pour nos rythmes biologiques. Mais si en plus de notre vie quotidienne, on est déjà dans un certain surmenage, on se met encore plus dans le rouge avec notre pratique sportive, ben, tout simplement, on réduit notre marge de progression, qu'on le veuille ou non, en fait. Et ça, je peux le back-up avec des données scientifiques à l'appel, des tonnes de graphiques et cetera. Donc c'est juste pour dire que, hem, heu, c'est un mythe, en fait et de manière générale, ça va revenir à ce qu'on disait dans l'interview précédente. C'est un mythe de s'accomplir, d'évoluer dans le sens premier du terme, c'est-à-dire, aller vers, l'accomplissement plein de soi en passant par la contrainte, l'abnégation et cetera. Donc voilà, Carrément. moi c'est vraiment mon cheval de bataille, donc je suis très ferme là-dessus. Non, Dis-moi mais ce que tu en penses? c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, cet hiver où j'étais beaucoup dans la contrainte, la négation, où je me forçais à faire les choses et en Ouais. fait, plus de plaisir. Ce qui dit plus de plaisir dit beaucoup de fatigue. Donc j'ai vécu avec beaucoup de fatigue et au final, j'arrivais plus à retrouver du plaisir, que ce soit dans mon projet pro que dans le sport, tu vois? Et là, d'avoir tout arrêté, de reprendre maintenant, de me dire: «OK Angela, maintenant, en fait, tu vas tout faire passer par le plaisir et tu verras que les choses vont changer» et les choses sont en train de changer. Je suis en bonne Mmh. santé, j'ai pas de blessures, je me sens bien, je suis heureuse de faire ce que je fais, mais en fait, tout a changé et j'ai plus de contraintes, tout simplement. Je me mets pas de contraintes et en fait, la vie, elle est devenue beaucoup plus facile et je pense que c'est ce qu'on veut tous. On veut pas vivre Ouais. dans la souffrance, même ce que tu dis qu'en fait, no pain, no gain, la phrase que tu démontes par rapport à ça et c'est vrai parce qu'en fait, beh, je pense que les gens, peut-être qu'ils vont devoir l'expérimenter pour le comprendre, mais c'est hard, hein. Quand tu arrives à ce moment-là et que tu as plus envie et que juste tu es poussé par cette contrainte, bah, en fait, la raison de vivre est où, quoi? Bah, en fait, on ça va nous permettre de faire une boucle, c'est-à-dire que ce syndrome du bon élève qui est prêt à se sacrifier, pour, tenter d'obtenir quelque part la récompense, la bonne note, la bonne performance, on conjugue ça comme on veut. Ben, en fait, la seule raison pour laquelle quelqu'un serait prêt ou prête à se faire du mal, c'est dans l'espoir que un, ça s'arrête un jour et 2 que, ben, le jeu en vale la chandelle. Mais comme on en a parlé déjà tout à l'heure, bah, ça s'arrêtera jamais si, je garde ce mindset de no pain, no gain, de et cetera. Puisque, bah, c'est moi qui m'inflige cette douleur, donc tant que je m'arrête pas, bah, ça va continuer. Et donc, bah, autant, arrêter maintenant et passer à autre chose. Et deuxièmement, bah, le jeu n'en vaudra jamais la chandelle puisque on l'a vu et je laisserai, toute personne qui n'en est pas convaincue faire sa propre expérience. Mmh. Être en référence externe et attendre les lauriers de la société, soit ça ne viendra jamais, soit ça viendra sous une forme qui ne sera jamais assez pour nous satisfaire, en fait. C'est ça. Et moi je pense qu'on peut écouter les plus grands sportifs de la planète, que ce soit les olympiens ou même les gens qui n'ont leur discipline n'est même pas reconnue, elle est pas aux jeux olympiques ou quoi que ce soit et on distinguera toujours ces 2 notions de il y a des personnes qui sont entre guillemets «assez dures» avec eux-mêmes et qui ne jurent que par, bah, voilà ce côté, investissement coûte que coûte et cetera, et qui peut-être pour certains dénigrent les autres qui soi-disant n'en font pas bah, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a très souvent des points de cassure dans leur parcours, et que, ben, soit ils arrivent au bout d'un moment à un regret, parce qu'après, ben, une fois qu'ils arrivent plus, qu'ils sont Ouais, blessés ou que la carrière est terminée, ben, ils vivent dans l'ombre du passé. «Oh, quand j'étais» donc quand ils étaient, à leur summum, c'était pas assez et puis, bah, après le summum: «Oh, avant, j'étais ceci, j'étais cela» et cetera et c'est un moyen, encore une fois, de chercher à se mettre en avant parce qu'il y a toujours pas eu ça n'a même ça n'a pas suffi à les nourrir et de l'autre côté, on voit des gens, je pense notamment, il y a des cas un peu caricaturaux comme,
les Kenyans dans la course, à pied, ce genre de choses. Tu as des gens, ils sont juste heureux de courir, d'apprécier le paysage, de se dire que moi, j'ai des super témoignages dans la musculation de gens qui commencent à 60-70 ans et qui sont en gratitude à chaque fois qu'ils vont faire une séance. Ils ont commencé tout doucement parce qu'ils étaient sédentaires de chez sédentaires, ils avaient perdu toute leur capacité, ils avaient des maladies, ils avaient des mal ci, mal là, et cetera, et ils sont allés en s'écoutant pas à pas, tranquillement, et ces gens-là, ils respirent la gratitude. Ils se disent: «Mais waouh, j'ai tellement de chance d'avoir retrouvé mes capacités physiques. Waouh, j'ai tellement de chance», et en fait, bah, voilà, pour moi, ce que dégagent les gens, c'est tellement parlant, même au-delà de leur discours, en fait. Donc voilà, moi, ce dont je peux témoigner, je pourrais parler de mon parcours encore une fois, mais je pense qu'encore une fois, là, pour conclure, ce cas du bon élève, et puisque ça concerne beaucoup de gens, moi j'ai plus envie de dire, ce syndrome du bon élève, je pense qu'il est très démonstratif de ces déficits, d'estime de nous qu'on peut avoir, et dont il est important de prendre en considération pour réellement prendre son sens et pas rester dans ce cercle vicieux, et aussi, ben, tout simplement le fait que, comme tu l'as dit dans ton parcours, à partir du moment où on est prêt à sauter le pas, et je suis le premier à reconnaître que c'est difficile, de la même manière qu'on parlait de la mort du sportif, qu'on on se dit: «OK, je vais arrêter de compter sur les autres pour essayer d'être valorisé, et cetera», parce qu'une fois qu'on rentre dans cette dynamique-là, bah, forcément, on obtient quand même un petit peu de valorisation, et cetera. Bien Donc se sûr. dire: «OK, même si ça m'a jamais suffi, le petit peu que j'avais, je vais arrêter», ça, c'est un grand pas à faire, hein. Donc mais par contre, dès qu'on saute le pas, tu l'expliquais très bien, ah oui, ça va beaucoup mieux, et c'est une nouvelle vie qui commence, en fait. Parce que, les références, les repères sont nouveaux, les choses sont beaucoup moins taxantes, beaucoup moins énergivores, Lâcher heu prise, beaucoup sur le ouais, lâcher prise, ça change tout, ça change tout. absolument, absolument. Ah voilà, moi je encore une fois, je pourrais en parler pendant des C'est heures, génial. mais voilà, je pense qu'il y a quand même une belle matière là pour les gens qui nous écoutent, Mmh. peut-être, voilà, à poser des questions, et cetera, et je sais pas d'ailleurs, comment est le format, s'il y a la possibilité peut-être, à l'avenir, ben, de récupérer un certain nombre de questions et peut-être sur lesquelles revenir, ou bien de Grave. faire des sessions live questions-réponses pour les gens qui voudraient aller plus loin. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a on a donné les bases aujourd'hui avec ces différentes questions, Mmh. et moi je serais ravi de permettre aux personnes intéressées d'aller plus loin si elles le souhaitent. Trop chouette. Bah, ouais, effectivement, comme le dit Arthur, donc il y a la possibilité, sur le podcast, donc sur la plateforme Substack, vous avez le podcast que vous recevez, dans la newsletter, vous pouvez mettre des commentaires. Donc n'hésitez pas parce que normalement, Arthur, tu as accès, hein, déjà, tu devrais voir les newsletters et cetera. Mais du Oui, coup, je tu auras reçois les newsletters. parfait et du coup, tu auras aussi la possibilité d'y répondre. Donc voilà. OK, super. Bah, j'irai effectivement faire un tour, régulièrement, parce que, je t'avoue que je lis pas toutes les Oui, ou sinon je te newsletters, le dirai. Je OK, dirai: ouais, «Ouais, bienvenue. Parce que oui, en tout cas, je suis très dévoué, c'est avec grand plaisir que je répondrai aux sollicitations des personnes que ça intéressera. Donc, bienvenue à vous, sur les commentaires, exprimez-vous, même si c'est juste pour donner un avis, en fait. Moi, je trouve que la discussion, le partage est toujours valorisant à partir du moment où on est dans cette vérité, dont je parlais tout à l'heure, même dans cette, bienveillance, hein, dont tu parlais, Angela, aussi. C'est vrai que pour partager, il faut un minimum être, à l'écoute, être disposé, être ouvert, et Mmh, peut-être pas trop camper sur, ses convictions, même si, bah, voilà, elles nous ont peut-être, mmh, beaucoup servi. Et donc, je crois que la bienveillance fait beaucoup pour ça. Mais tout simplement, quand on a aussi cette authenticité de dire: «Bah, voilà, c'est mon témoignage, c'est mon parcours». Moi, je trouve ça toujours très, très intéressant, très, très riche, et j'anime, des cercles de parole, dans le cadre, sportif, pour permettre aux gens, voilà, de développer cette notion de conscience dont on parlait, et je parle de ça tout simplement parce que rien que le fait de s'exprimer et d'écouter des personnes qui s'expriment dans leur vérité, c'est toujours, très fort, voire parfois même bouleversant, et je crois qu'on est en cruel manque de ça. Donc merci, Angela, de créer merci ces à toi». espaces de discussion, où on peut, intervenir sur ces thématiques. Moi, j'aurais rêvé de pouvoir entendre ça avant d'apprendre, en Mmh, payant un prix parfois très élevé, hein, en prenant des murs. Je mmh, suis ravi aujourd'hui d'aborder, enfin de parler de ces sujets-là, et je serais ravi encore une fois de poursuivre la discussion. bah, merci beaucoup Arthur. Bienvenue.